Les amis, les Américains ne veulent plus de Donald Trump. Ils estiment que depuis que Trump est à la tête de leur pays, tout va de travers. Il y a le bordel partout. Trump a foutu le chaos dans leur pays. Parce qu'il faut préciser que Trump fait partie du 47e président des États-Unis et qu'aux États-Unis, il y a deux partis, deux plus grands partis. D'un côté, les démocrates et de l'autre, les conservateurs. Alors, les démocrates estiment que depuis que Trump est venu dans leur pays, il a biaisé complètement toutes les lois. Alors, il faut préciser que 8 millions de personnes se sont unies pour protester contre Donald Trump, pour dire on ne veut plus de ce dernier, on n'en veut plus. Il exagère, notamment ça concerne la guerre en Iran et beaucoup d'autres motifs qu'on va voir après dans cette vidéo. Il faut préciser que les gens se sont unis aux États-Unis pour protester en France et en Asie, en Corée, même jusqu'en Israël. Et en Israël, c'est la répression. Il y a eu des répressions violentes lorsque les gens ont voulu manifester. Je vous invite un peu à écouter ce petit reportage. On va coller notre commentaire tout à l'heure. Des foules immenses, des pancartes et un slogan qui revient partout. No Kings, pas de roi. Ce 28 mars, plus de 3000 manifestations ont été organisées à travers les 50 États américains, rassemblant plusieurs millions de personnes, de New York à Los Angeles, en passant par des villes plus petites et même des zones rurales. La contestation était partout. À Manhattan, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues, tandis que dans le Minnesota, un rassemblement géant a réuni des centaines de milliers de participants. Cet État démocrate du Midwest a été l'épicentre en début d'année de l'offensive anti-immigration de Donald Trump. Ils étaient environ 200 000 personnes à s'être rassemblées devant le Capitole, scandant « Pas de ICE, pas de roi, pas de guerre ». Il y a tellement de guerres et nous ne voulons pas que nos enfants se battent pour quelque chose en quoi nous ne croyons pas. Je ne supporte pas ce qu'on fait subir au pays. Je ne supporte pas la manière dont ils nous représentent dans le monde et le fait qu'ils fassent du tort aux gens. Ça suffit, il faut que ça cesse. Les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire du pouvoir. Beaucoup critiquent les décisions militaires, notamment la guerre en Iran, mais aussi la politique migratoire menée par les autorités jugées trop dures. D'autres revendications portent sur le coût de la vie, les inégalités ou encore les droits civiques. Tous expriment une même inquiétude, celle d'un affaiblissement de la démocratie américaine. Je suis ici parce que je pense qu'il est important de montrer qu'on est là et de faire savoir que nous sommes tous en colère contre ce que deviennent notre démocratie, notre pays et notre ville. Je pense que nous devons tous parler en notre propre nom, au nom de nos voisins et de notre pays. Je considère que ce que cette administration fait à notre pays est tout simplement honteux. La mobilisation ne s'est cependant pas arrêtée aux frontières américaines. Le mouvement No Kings a rapidement pris une dimension internationale. Dans plusieurs grandes villes européennes, des rassemblements de soutien ont été organisés, notamment à Rome, à Paris, à Londres ou encore à Berlin. En Italie, des manifestants se sont réunis pour afficher leur solidarité avec les protestataires américains. Le mouvement s'est également étendu à d'autres continents. En Asie, des mobilisations ont été signalées, notamment en Corée du Sud et au Japon, portées par des ressortissants américains ou des militants locaux engagés pour les droits démocratiques. Ce conflit met le monde entier en danger et crée des difficultés à l'échelle mondiale. J'ai rejoint cette marche pour montrer que les Sud-Coréens s'opposent à la guerre et parce que je crains que le gouvernement coréen ne s'y implique. Il arrive que les gens présentent la situation en Iran sous un angle religieux et essaient d'utiliser ce récit contre eux d'une certaine manière, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne pense pas que la religion ait quoi que ce soit à voir avec ça s'il y a un génocide en cours. Surtout sachant ce qu'Israël fait, je ne pense pas qu'il faille prendre la religion en considération lorsqu'on décide de soutenir un pays. Certes, le régime iranien n'est pas très humain, mais il ne devrait pas être attaqué pour autant. Le peuple iranien devrait devenir autonome, mais ce n'est pas à une force extérieure de le bombarder. Ceux qui paient toujours le prix le plus élevé dans les guerres, ce sont les ouvriers, les citoyens ordinaires et les groupes les plus vulnérables de la société. Au Moyen-Orient aussi, des rassemblements ont eu lieu, notamment en Israël, où les manifestants ont été fortement réprimés par les forces de l'ordre. Sur les images, on aperçoit clairement des protestataires violemment attaqués et dispersés. Une répression qui intervient dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions régionales liées à la guerre avec l'Iran. Certains Israéliens, en solidarité avec les Américains, ont dénoncé la politique belliciste de Benjamin Netanyahou, la plupart appelant à mettre un terme aux guerres.
Je suis ici pour protester contre la guerre, parce que je ne pense pas que la guerre soit une façon de résoudre des problèmes complexes. C'est une guerre de tromperie, une guerre de choix, une guerre censée ne servir que des intérêts personnels et elle n'a rien à voir avec une menace existentielle. Absolument rien. Nous sommes contre l'effusion de sang. Au total, des actions de soutien ont été recensées dans plus d'une quinzaine de pays, transformant cette journée de protestation en véritable mobilisation mondiale. Malgré l'ampleur, la Maison-Blanche minimise ces manifestations. Selon le New York Post, la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Abigail Jackson, a précisé qu'il n'y avait pas de soutien public. La porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Abigail Jackson, a affirmé que ces rassemblements de masse sont le résultat des agissements des réseaux financiers de gauche et a déclaré qu'ils ne bénéficiaient pas d'un large soutien de la population. Les seuls à s'intéresser à ces séances de thérapie anti-Trump sont les journalistes qui sont payés pour couvrir ces événements, a déclaré Abigail Jackson dans un communiqué. Ce mouvement appelé No Kings n'est pas nouveau. Né en 2025, il a déjà donné lieu à plusieurs grandes mobilisations, mais celle de mars 2025 est de loin la plus massive. Certains la qualifiant déjà de plus grande journée de protestation de l'histoire des États-Unis, avec plus de 8 millions de manifestants au total, selon les organisateurs. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors aujourd'hui, on va parler de M. Trump. Alors, depuis que M. Trump est arrivé aux États-Unis, tout ne fonctionne plus normalement. Vous allez voir que quand Joe Biden était là, c'était un peu bêta. Et les gens ne se plaignaient pas autant. Et ce sont des gens vraiment qui étaient, quand tu vois les anciens dirigeants, ce sont des gens qui étaient aptes à faire la politique. Or, quand la politique demande beaucoup de sournoiserie, beaucoup de mesquinerie, beaucoup d'hypocrisie. Or, Trump, c'est quelqu'un de direct. Et dans sa façon de faire la politique, il brutalise tout. Même ce qui devait être simple, il brutalise tout sans... parce que c'est un businessman, c'est quelqu'un du résultat, c'est quelqu'un du concret. Alors, première chose, qu'est-ce que les Américains reprochent d'abord à Trump? Sur un plan immigration, sécurité des frontières. Alors, l'expulsion des migrants. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis que M. Trump est arrivé au pouvoir, il a mis sur pied une commission dénommée ICE. Alors, ICE, c'est la police d'immigration, c'est une commission anti-immigration. C'est-à-dire que cette police-là, ou bien cette commission est chargée de récupérer tous ceux qui sont en situation irrégulière, ou bien du moins qui n'ont pas les papiers aux États-Unis. On se souvient, il y a de cela quelques temps, M. Trump avait signé le déportement de 17 migrants africains. Il les avait envoyés au Cameroun. Il avait pris 17 migrants comme ça au hasard. Et parmi, il y avait certaines personnes qui étaient en situation régulière, d'autres étaient encore en cours de procédure. Bref, il y avait des gens qui avaient des situations régulières, qui attendaient des décisions de justice par rapport à leur titre de séjour là aux États-Unis. Mais il les a pris de manière violente et brutale. Il les a déportés au Cameroun sans savoir si... Et c'était même pas des Camerounais, parce que c'était des gens d'autres nationalités qu'il a pris, il a déporté au Cameroun sans se dire que comment non. Donc vous voyez que dans sa procédure, ça c'est la première des choses. Alors il faut préciser que depuis que M. Trump est arrivé, il a fait ce qu'on appelle, il a émis des restrictions de voyage, c'est-à-dire qu'il a la suspension de l'entrée de son territoire à des ressortissants de plusieurs pays, dont l'Afghanistan, le Tchad, le Cuba. Donc on se rappelle pendant la CAN, pendant la Coupe du Monde, quand la Coupe du Monde a été annoncée, il y a une note qui est sortie visant à exclure plusieurs pays africains, en fait plusieurs pays dans le monde qui voulaient prévoir venir observer la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, une liste est sortie disant qu'il y a des pays à qui on refuse, on ne va pas donner de visa pour cette Coupe du Monde. En fait, ces pays sont privés de visa aux États-Unis juste pendant un bon bout de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on reproche encore concernant la politique migratoire de Trump? Droit de sol, tentative de restreindre l'attribution automatique de la nationalité de l'enfant né sur le territoire américain par les parents non citoyens. C'est-à-dire que depuis que M. Trump est arrivé, il estime, parce qu'avant, si peut-être tu es camerounaise, ivoirienne, béninoise, cubaine, mexicaine, dès que tu arrives aux États-Unis et que tu accouches ton enfant aux États-Unis sur le sol américain, c'est-à-dire que même si tu traverses la frontière, que dès que tu as traversé la frontière, tu as accouché sur la frontière américaine, on suppose que l'enfant est américain. Et si l'enfant est américain, automatiquement, on ne peut pas prendre un enfant comme ça, on rejette sa mère. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir donner un titre de séjour à la mère. Bon, maintenant, M. Trump estime que même si tu accouches sur le territoire américain, cela ne justifie pas clairement que ton enfant soit américain. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas accepté parce qu'on se pose la question. Pourquoi? C'est vrai, Trump c'est un conservateur. Mais
pourquoi est-ce que... Bon, bref, anyway, c'est son pays, il est président, il est libre de faire comme il veut. Alors, sur un plan économique, qu'est-ce que les Américains reprochent à Trump? Alors, concernant les tarifs douaniers universels, on a l'instauration d'une taxe de 10% sur toutes les importations avec des taux beaucoup plus élevés, parfois jusqu'à 50% sur l'acier et l'aluminium. Donc, il a ajouté des taxes de 10% sur l'acier et l'aluminium. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'acier et sans l'aluminium. Ça veut dire que si tu veux faire des véhicules, si tu veux construire une maison pour les ouvertures, bref, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il a taxé encore plus ses produits. Et quand il taxe comme ça, cela a des répercussions directes sur l'économie. Alors, deuxième chose, sur le plan économique, qu'est-ce qu'on lui reproche encore? La guerre commerciale, utilisation des tarifs réciproques contre des pays ayant des excédents commerciaux importants avec les États-Unis. Ça veut dire que Trump, c'est que, gars, si lui, il y a quelque chose qui ne l'arrange pas, ça veut dire que s'il te dit que voilà comment tu vas faire et que tu ne veux pas marcher, lui, il te dit directement que tes produits que tu importes chez moi, là, je vais taxer. Ça veut dire qu'il augmente les taxes, il s'en fout. On se souvient, il y a quelque temps, M. Trump avait menacé M. Macron, il a menacé Macron disant que Emmanuel, que ils avaient eu un désaccord, je ne me souviens plus trop de quoi il s'agissait. Et voilà, ça concernait cette histoire-là, on appelle ça quoi? Le Groenland, parce qu'il voulait prendre le Groenland qui était un territoire annexé par le Danemark. Donc maintenant, Trump voulait prendre le Groenland et l'Union européenne n'a pas accepté. Et Macron était en tête. Et je crois qu'il a fait comprendre à Macron que Emmanuel, tu t'amuses, je vais augmenter les taxes et les droits de douane sur tes vins Bordeaux. Et je crois que même dernièrement, il a aussi fait avec le Canada. Il a augmenté les taxes sur les produits canadiens, disant qu'il a menacé, à l'époque, quand c'était... le type, si on l'appelle comment, l'ancien, pas Marc Carney, l'ancien Trudeau, voilà, quand c'était Trudeau, il a dit à Trudeau que, ok, ils avaient eu un désaccord et il a augmenté 20% de douane, je crois. Donc, lui, il utilise ça pour jouer, menacer les gens. Or, quand il fait comme ça impacte réellement sur l'économie parce que, comment expliquer que si habituellement tu es un Américain et que tu as l'habitude de consommer, par exemple, un vin français, je dis n'importe quoi, et que ce vin français vient, par exemple, au Canada, tu achètes peut-être à 10 euros, 10 $, n'importe quoi, tu achètes à 10 euros, 10 $. Et que demain, tu te rends compte que le même produit, juste parce que le président est en désaccord avec quelqu'un, il a augmenté les taxes. Ce produit que tu as acheté à 10 euros, 10 $, par exemple, quitte de 10 $, et ça monte par exemple à 15 $ ou à 12 $ ou à 13 $. Tu vois que immédiatement, ça a des répercussions sur ton portefeuille. Donc, M. Trump, lui, il a l'habitude de jouer avec ces histoires-là, que non, dès que ça ne va pas, il te menace. Si tu es d'accord, tu cèdes, tu es un peu mou. Donc, et ça fait l'économie n'est pas stable. Parce que avec ça, imagine-toi, tu es un Américain, tu as ton pote, tu sais que bon, je dépense tel budget pour la nourriture, que tu as un président qui, au nom de ses intérêts, chaque fois joue avec les prix. Je ne sais pas si vous comprenez un peu jusqu'où la portée de ce que je dis là-bas. Alors, il y a aussi ce que les Américains lui reprochent clairement, comme vous avez écouté dans cette vidéo, la guerre au Moyen-Orient. C'est-à-dire que les Américains estiment que les États-Unis n'avaient pas besoin d'entrer dans cette guerre avec l'Israël. Et c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Tout le monde se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que M. Trump est tellement attaché avec Benjamin Netanyahou concernant ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce que ces deux-là traitent concrètement? Pourquoi est-ce qu'il y a quel accord que ces deux gars-là ont? Pourquoi est-ce que M. Trump se retrouve en train de marcher absolument comme Netanyahou lui demande? Parce que, à vrai dire, quand on réfléchit, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi Trump il est obligé de suivre Netanyahou. Parce que clairement, les États-Unis n'ont rien envié à Israël. Tout au contraire, c'est Israël qui a tout envié aux États-Unis. Alors, M. Trump, on ne sait pas s'il va terminer son mandat parce que pour à peine quelques jours, pour à peine quelques mois de pouvoir, vraiment, il a fait du bordel. Et je pense que s'il perd cette guerre, en Iran, il y a le Congrès américain, il sera peut-être convoqué au Congrès américain. Et le Congrès américain a le droit de destituer un président. C'est-à-dire, Donald Trump a commis beaucoup de gaffes là où il est. Et comme je vous avais vu, les Américains ont dit qu'ils ne veulent plus de lui. Alors, dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous estimez que ce qu'on a dit là a été intéressant, dites ce que vous pensez en commentaire. On va vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.